Alors, exactement 14h09, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs. Alors, c'est Jean-Emmanuel qui va venir m'aider à la technique. Mesdames, je pense que je peux faire ça comme ça, essayant d'aller parce que oui, Jean-Emmanuel, et si j'ai besoin, j'ai quelqu'un sur... peut-être que... On va faire la technique et Jess va nous indiquer, Jean-Emmanuel, on va continuer parce qu'on veut moderniser notre show. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, et en modernisant, Jean-Emmanuel, tu connais le principe. La modernité existe, il faut qu'on utilise la modernité, il faut se moderniser. Ouais. Avec toute sa fragilité aussi. Franz est au téléphone. Franz est de l'autre côté. Alors, on devrait voir Franz sur notre système. Et puis, on verra pour les autres. Bonjour. Est-ce que Franz Walter est là? Ah oui, je vois Franz. Ben oui. Je vois Franz au téléphone en plus, mais il est aussi, en image. Bonjour Franz. Franz Walter. Franz Walter. Sur le téléphone, je vous entends. Oui, oui. Et moi, je vous vois. Et je vous vois au téléphone. Je te vois au téléphone, mon Franz. Oui. Beau bonhomme, comme toujours. Mais je ne t'entends pas directement sur le Zoom. Il m'entend pas sur le Zoom. Ça veut dire que c'est un petit problème technique. Oui, je suppose. Et là, tu m'entends sur le Zoom, là, hein? Non. Je vais essayer de voir si j'installe autre chose. Parce qu'il essaye de voir s'il installe autre chose, qu'est-ce que ça peut donner. Parce que je l'ai entendu sur le Zoom, j'avais baissé mon... Tu as allumé le Zoom? Oui, théoriquement, le Zoom est allumé, Jean-Emmanuel. Le Zoom est allumé. Si le Zoom est allumé, parce que quand le Zoom est allumé, le Zoom est allumé. Tu vois, le Zoom est allumé. Je vais essayer avec des écouteurs. Parce que moi, je t'entends très bien. Si tu m'entends pas, c'est... Non, tu m'entends sur le téléphone. Je t'entends très bien sur le téléphone, mais pas sur le Zoom. Il m'entend sur le... Parce que, Jean-Emmanuel, tu verras que son téléphone est baissé et je l'entends très bien. Son téléphone est baissé. Normalement, je n'aurais pas dû l'entendre. Donc, je l'entends quelque part sur le Zoom. Et il pense que je... Oui. Ah oui. Je vais éteindre le téléphone. Oui. Donc ça va maintenant? Oui, parfait. Absolument. Bon, parfait. Fallait que je mette des écouteurs. Voilà. Alors, on attend Worom qui va venir. Peut-être, on ne sait pas parce qu'il était là. Et on a perdu notre professeur Worom Chantal. Et messieurs, cette actualité est extrêmement intéressante. Il faudrait regarder des dossiers extrêmement intéressants. Et puis, par exemple, la perquisition chez Trump a évolué d'une certaine manière, puisque l'ancien ministre de la Justice de Donald Trump a dit que les autorités semblent avoir raison d'avoir perquisitionné chez Trump, car Trump est parti avec des documents. Tout ce qu'on sait déjà, des documents sensibles, même si on dit que c'est une première, mais c'est aussi une première du fait que un président ait choisi de quitter avec des dossiers sensibles. Jean-Emmanuel, ça tombe sous le sens, là. La première chose, c'est, et c'est là où il faut comprendre le mode de fonctionnement de l'individu. Je suis en possession de documents du pays, parce que finalement, ces documents sensibles-là, c'est à quelle fin Donald Trump voulait les avoir. Je ne pense pas, parce pour ce qui a été rendu public, on a biffé beaucoup d'informations, mais on a l'impression que c'est des choses qui relèvent de la sécurité de l'État, c'est des choses qui relèvent de la sécurité publique, etc., etc. Finalement, c'était
qu'est-ce que Donald Trump voulait faire avec tout ça? Moi, je suis dans le noir complet, en dehors du fait de vouloir disposer de documents qu'on découvrira dans le temps, ou bien... Moi, j'ai rien compris, honnêtement. J'ai rien compris. C'est-à-dire, rentrer chez vous avec ces documents, à quelle fin? C'est ça que j'ai pas compris. Ou bien, Franz, qu'il voulait tout simplement dire que le président, c'est moi. Ah, il y a cette hypothèse qui est très plausible, qu'il continue de croire dans sa propre fiction, mais aussi, il y a un problème légal, c'est-à-dire les documents appartiennent à l'État, les documents ne vous appartiennent pas, et vous ne pouvez pas partir avec des documents. Non seulement il y a la gravité du fait qu'il s'agit de documents confidentiels ou ultra secrets, mais qu'il s'agit de n'importe quel document, c'est un document comme les mails qui appartiennent à l'État. Rappelons-nous ce qui s'était passé avec Hillary Clinton lors des interventions en Libye. Alors là encore, je crois que s'il y a une hésitation de la part du ministre de la Justice pour poursuivre Trump, cette hésitation, elle est plus politique que juridique. Et donc on hésite peut-être à se lancer dans une poursuite qui pourrait créer plus de division, mais déjà on l'a vu et lors de l'intervention du président Biden, il n'est pas allé de main morte, il a choisi un lieu symbolique, Philadelphie, et il a pratiquement lancé une campagne en dénonçant Trump et ses invités, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de l'ensemble du Parti républicain. Mais avec les documents qui sont là, il n'y a aucun. C'est-à-dire n'importe qui d'autre aurait ces documents en sa possession, serait immédiatement poursuivi. Absolument. Professeur Ourom Chantal, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Mais bonjour tout le monde. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, Donald Trump, on a l'impression, évolue dans un univers parallèle. Il a une manière bien à lui. C'est une personnalité atypique qui commence par rejeter d'un revers de main, par nier les faits. Il fabrique ses propres faits qui constituent le fondement de sa vérité. Aujourd'hui, il essaye de gagner du temps, mais sachant que plus le temps passe, plus la confusion, l'amalgame qu'il va essayer d'orchestrer dans l'opinion publique américaine à la veille des élections pourrait jouer en sa faveur. Et c'est en ce sens-là qu'il a demandé à un juge, à la juge qu'il a lui-même nommé, de procéder à la mise en place d'une commission indépendante pour se prononcer sur cette affaire. Mais il est évident que Donald Trump s'en sortira difficilement compte tenu des faits accablants et, à mon avis, qui ne suscitent aucun doute sur le fait qu'il s'est rendu coupable d'actes qu'un ancien président n'aurait jamais dû poser. Et en ce sens-là, je rejoins l'analyse de Franz Voltaire. N'importe qui d'autre aux États-Unis aurait commis de telles erreurs ou les aurait déjà payés de leur carrière politique, mais nous sommes en présence d'une personnalité politique atypique. C'est pourquoi il pourrait, en fin de compte, se tirer d'affaire et même essayer d'en profiter. D'ailleurs, Bill Barr a conseillé au système actuel de ne pas porter d'accusation contre Donald Trump, compte tenu de la situation plutôt difficile, la tension qui
terrain aux États-Unis sur la question. Et c'est un petit peu pour ça aussi, lorsqu'on analyse, moi j'estime que c'est notre rôle de regarder les comportements des uns et des autres et de nous dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui risque de se passer. Je commence à dire que mon petit 2 est en danger. Mon petit 2 est en danger, puisque nous constatons que le président américain, comme l'a dit Rome Chantal, fait vraiment, on parle même d'une élection référendaire contre Trump, c'est-à-dire il met toute la gomme à expliquer la situation, en nous disant peut-être que l'administration Biden ne portera pas d'accusation, mais qu'on va y aller à convaincre la population américaine à voter en faveur des démocrates, ce qui commence à donner des résultats dans les sondages et tout ça. Mais mon petit 2 est en danger. Mais tu as deux choses. Ouais. Porter des accusations, c'est encore possible, je crois, mais il faut effectivement faire attention parce que c'est la division qu'on a vue affichée durant la dernière campagne électorale et ce qui a suivi l'attaque du Capitole sont des éléments très symptomatiques d'un malaise profond au sein de la société américaine. Et n'oublions pas qu'on est en présence d'extrémisme. L'attaque du Capitole est une preuve de cet extrémisme. Et Donald Trump est en train d'envoyer de la viande rouge encore à sa base. Et regardez le jugement de cet ancien policier qui a eu lieu et qui a écopé d'une sentence exemplaire. Et la première réaction de Donald Trump a été de dire: même s'il vous condamne, je vais venir au pouvoir et je libérerai tous ceux qui auront été condamnés. Je crois que fondamentalement, c'est un président qui est en train d'alimenter cet extrémisme au possible, c'est-à-dire faites tout ce qui est possible pour renverser le système. C'est ça le message. Alors, messieurs, moi, si on me dit, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la puissance, la première puissance, le fonctionnement de la première puissance mondiale. Je pense qu'il y a un premier débroussaillage qui a été fait après le 6 janvier, débroussaillage des accusations qui ont été portées. Tu viens de le mentionner, Jean-Emmanuel, 10 ans de prison pour un ex-policier qui s'est rendu coupable d'actes d'émeute, etc. Et on parle d'auteur physique. Il y a un auteur intellectuel et il y a une commission qui a fait un travail superbe de conscientisation, etc. Et en plus de tout ça, messieurs, la police, les deux plus grandes polices les plus efficaces au monde, on va dire ça, CIA, FBI, etc., là, qui vont débusquer, tuer, organiser, embusquer, faire toutes sortes de choses à travers le monde, qui auraient les mesures de tous ces fauteurs de troubles, de toutes ces personnes, qui auraient toutes les adresses, qui en ont au moins la moitié de ces gens-là qui étaient dans l'émeute du 6 janvier 2021, n'est-ce pas, qui sont en prison et qui possèdent les connexions et les mesures de toutes ces personnes-là. Ces deux forces de renseignement ne pourraient pas neutraliser ces partisans de Donald Trump, advenant le cas où on devrait porter des accusations contre Donald Trump. Messieurs, moi, j'aurais beaucoup de misère. Oui, allez-y, Franz. La CIA n'opère pas sur le territoire américain. C'est le FBI et le Homeland Security. C'est-à-dire, la CIA ne peut légalement opérer qu'à l'extérieur des États-Unis. Je parle de renseignement, France. Je parle de renseignement. Non, dans la communauté de renseignement, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des problèmes avec ce qu'on appelle le Secret Service, parce qu'il y a eu des gens assez proches de Trump. Possiblement, il a eu des démêlés avec le FBI dès le début de sa présidence. Maintenant, est-ce que le Homeland Security intervient aussi là-dedans? Mais disons de toute façon, il y a un problème très particulier lié au système américain. C'est l'existence d'États qui ont le contrôle de la garde nationale,
qui ont le contrôle des services de renseignement qui opèrent dans leur État à côté du FBI. Donc, et dès le départ, les républicains jouent sur ce qu'on appelle tous ces États républicains, les États rouges qui, je pense qu'ils sont 23 ou 24 États américains, j'ai pas fait le décompte, qui sont pro-Trump. Donc, il a une base territoriale, il a une base, pratiquement, il a pris le parti républicain en otage, et bon, il y a peut-être l'ancien establishment ou l'establishment du parti républicain, mais et ce parti, il ne contrôle pas la base du parti. Donc, il y a un problème pour Joe Biden et les démocrates, c'est d'éviter une tension qui amènerait une rupture du système. Parce que, bon, eux-mêmes sont aussi les tenants du système. Peut-être il y a sur leur gauche le Parti démocrate, ceux qui veulent modifier le système, mais l'establishment du Parti démocrate doit tenir compte des prochaines élections, doit tenir compte d'éviter cet éclatement du parti. Il faut bien comprendre que le président des États-Unis a certes un certain pouvoir, mais il a moins de pouvoir du point de vue interne que le Premier ministre canadien. Hein. Oui, mais donc, il faut compter aussi sur une Cour suprême qui est très conservatrice et sur un ensemble de juges fédéraux qui ont été nommés par Donald Trump. Alors, professeur Chantal, moi je dis qu'il suffirait pour mettre Trump hors d'état de nuire d'une accusation. La suite de l'accusation, c'est autre chose là. Est-ce que la Cour suprême va s'en mêler? Est-ce que Donald Trump ne sera pas trouvé coupable? Mais pour arrêter Donald Trump, ça prend une accusation. Et on a en apparence prima facie, comme on dit en droit là, des preuves pour porter des accusations. On dit contre n'importe qui d'autre serait en accusation au moment où on se parle. Porter des accusations contre Trump, oui, ça se fait et ça met Trump à l'ombre pour un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'il ira en prison. Alors, professeur Chantal, c'est ainsi que je dis maîtriser les partisans de Trump. Pour moi, les services secrets devraient avoir tous les éléments possibles permettant à l'État qui se présente comme le plus riche et le plus opulent au monde de comment mettre hors d'état de nuire ou à tout le moins de garder ces gens-là dans les limbes, d'empêcher qu'ils fassent ce qu'ils ont fait le 6 janvier. Vous avez raison en cela et je pense qu'il y a effectivement des risques de convulsion sociale dépendamment de la décision qu'adopteront les autorités compétentes américaines dans le dossier de Donald Trump. Et si vous avez suivi l'argumentaire, en tout cas les justifications exprimées par son avocat principal dans cette affaire, il a dit que la mise en place d'une commission indépendante telle que cela a été demandé donc par le camp de Trump, par l'ancien président lui-même, cela aiderait à calmer les tensions. Donc vous voyez bien l'argument qui est présenté. Donc ils sont au sein du camp de Donald Trump, bien conscient de la ferveur, du fanatisme qui habite les partisans zélés de Donald Trump. Ceci étant dit, moi je pense que lorsqu'on agit en tant qu'autorité compétente, on n'a pas le droit d'anticiper certaines actions ou même d'essayer d'anticiper certains gains politiques pour se demander si l'on doit agir ou pas. J'ai déjà cité à cette émission les deux types d'éthique identifiés par le sociologue allemand Max Weber. Il parle d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Je crois qu'on doit peser ces deux types d'éthique pour savoir quelle décision qu'on prendra, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Les autorités américaines, qu'il s'agisse des États ou les autorités gouvernementales, ont
tout à fait la capacité, les moyens à leur disposition pour éventuellement contenir les débordements qu'on peut espérer de la part des partisans de Donald Trump. Moi, je pense qu'il y va, encore une fois, je le dirai ici, de l'intégrité même du système politique américain qui est donné, malgré ses faiblesses, au monde en modèle. On doit sévir contre Donald Trump, sinon les Américains se priveront d'un argument de poids dans leur revendication d'un leadership au sein du monde démocratique. Messieurs, nous allons, étant donné l'heure avancée, faire la pause commerciale de la demi de l'heure. Et je vous annonce qu'au retour, c'est la mi-temps qui sera réservée au professeur Rorom Chantal. Nous allons... Jean-Emmanuel, tu me regardes, je ne sais pas pourquoi là, mais tu as déjà entendu cette expression. Deuxième mi-temps, c'est PAM. Bon, ça va être le dossier de Rorom Chantal. Il est un professeur spécialiste de la Russie. On va parler, mais sérieusement là, moi je vais apprendre de vous. Vous me donnez de nouvelles compétences. Parce que Rorom est spécialiste de la Chine. Oui. Mais qui dit la Chine, on n'est pas proche. On n'est pas très loin de ça. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un pays limitrophe que j'en deviendrai ipso facto. Mais messieurs, par association de malfaiteurs. De qui tu parles, malfaiteur? Tu as dit la pause. Messieurs, moi-même, je vais apprendre de vous. Parce que tout au cours de cette semaine, messieurs, j'ai suivi la radio, j'ai suivi Franz et Jean-Emmanuel, naturellement, à l'écoute toujours. Et puis, j'ai beaucoup entendu, parce que c'est Gorbatchev, la mort de Gorbatchev, qui nous donne ce prétexte de parler de Russie. Aujourd'hui, les funérailles de Gorbatchev, on dira pas qu'il a été traité en parent pauvre, mais pas loin, n'est-ce pas? C'est des funérailles vraiment, je dirais, ordinaires. Et moi, j'ai pour mon dire que cet homme-là, dont c'est les funérailles aujourd'hui, c'était les funérailles parce que c'est passé déjà en Russie, qui est méprisé par une certaine Russie, mais adulé par le reste du monde. Je comprends qu'il soit adulé par le reste du monde parce que c'est quand même quelqu'un qui a laissé une trace vraiment extraordinaire. Et pour faire une histoire courte, c'est quand même lui qui a contribué à la fin de la guerre froide. Alors, messieurs, là, ce que je vous le dis dès le départ, là... À la fin de la première guerre froide. De la première guerre froide. OK, parfait. Je te suis, Jean-Emmanuel. Mais moi, mes intellectuels haïtiens me parlent d'un monde bipolaire. On veut que le monde ne soit pas unipolaire. Pas bipolaire, multipolaire. Multipolaire. Hein, avec des pôles à droite et à gauche. Mais de pays émergents. L'exemple qu'on avait du temps de l'URSS et des États-Unis, les deux belligérants, ça a terminé par une guerre froide. Et une guerre froide, vous allez m'expliquer, est-ce que le monde avait la menace nucléaire sur la tempe presque tous les jours? On se réveille, on se dit non, on n'a pas. Si quelqu'un vient et par sa façon de faire, n'est-ce pas, il a fait une erreur peut-être pour son pays qui n'a pas su bénéficier, etc. Mais pour le reste du monde, il a contribué à mettre fin à la guerre froide. Je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas reconnu comme un grand homme de l'humanité, n'est-ce pas, pour avoir écarté la guerre froide, cette possibilité, n'est-ce pas, qu'il y ait une guerre nucléaire. Je parle de Gorbatchev, on va faire la pause et vous allez me faire la leçon dans un instant, mesdames, messieurs.
l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle, pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 54-326-8665. De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Bonjour, c'est Bito Vaoba sur cpamradiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes de retour avec nos professeurs Rome Chantal, Jean-Emmanuel Pierre, Franz Voltaire et moi-même, Jean-Ernest Pierre. J'ai pas besoin de recommencer, Jean-Emmanuel. Je sais que tu sais là où je veux arriver avec vous autres lorsqu'on parle de monde bipolaire, multipolaire, etc. Et si le résultat de tout ça, c'est d'avoir une guerre froide avec la possibilité d'une guerre nucléaire, et on voit la Russie qui revendique une partie de l'Ukraine, etc., avec tout le temps le chantage de la bombe nucléaire ou du nucléaire pour devenir aussi fort que les États-Unis ou plus fort que les... Moi-même, comme citoyen du monde, non, je n'en veux pas de cette guerre froide-là. Et donc, cet homme-là, dont c'est les funérailles aujourd'hui, ou c'était les funérailles aujourd'hui, Gorbatchev, je le considère avec un héritage extraordinaire d'avoir écarté cette guerre nucléaire avec... même si son pays a connu des difficultés, mais au moins, on a écarté la guerre froide. On a écarté la possibilité d'une guerre nucléaire, Jean-Emmanuel. Bon, tu ne sais pas quoi répondre? Bon, non, okay. non, mais l'existence, je vais très rapidement souligner que la guerre froide, c'est cette période, comme on l'avait souligné à l'issue de la conférence de Yalta, où les deux plus forts, la Russie et les États-Unis, malgré le fait que la Chine faisait aussi partie des puissances qui avaient remporté cette Seconde Guerre mondiale, absolument, où ils vont se partager le monde, où ils vont se constituer en bloc de l'Est et bloc de l'Ouest. Et c'était une période, tu as raison, de forte tension, c'est-à-dire on est post-Seconde Guerre mondiale, où on a vécu aussi l'horreur de l'utilisation de l'arme nucléaire 2 fois plutôt qu'une sur Nagasaki et Hiroshima. Et le monde s'était dit qu'il fallait absolument éviter de se retrouver dans une situation pareille. Mais n'oublions pas, et je le disais pendant la semaine, qu'il faut toujours se rappeler que l'arme nucléaire, finalement, est plus une arme de dissuasion qu'autre chose. Est-ce que ça peut arriver comme aujourd'hui avec la tension qui est en train de se créer? Est-ce qu'on se retrouve sur le bord d'une possibilité de l'utilisation de l'arme nucléaire? Les plus grands experts et spécialistes vous diront oui, l'ont dit, mais moi je crois qu'il y a une ligne rouge qu'on ne franchira pas parce que nous sommes quand même en présence de 2 pays, de 2 États, même quand
on dit que Vladimir Poutine est complètement dérangé, complètement fou, etc. Il y a des garde-fous. Moi, je reste encore confiant sur le fait que on est au bord d'une catastrophe nucléaire, mais on n'est pas au bord d'une guerre nucléaire qui mettrait la fin quasiment à 50, 60, 75% du monde. Franz Volter, tu as compris que moi, c'était un prétexte pour parler de Gorbatchev. C'est Gorbatchev qui a mis fin à cette possibilité de guerre nucléaire, au moment où on parlait de guerre froide, n'est-ce pas? Et là, par la suite, on va commencer par parler de désarmement, de dénucléarisation qu'on n'a jamais réussi. Mais Gorbatchev est un apport extrêmement important pour le monde, non? Oui, pour le monde occidental, il est vu comme celui, et surtout pour le monde européen, il est vu comme celui qui a décidé en 1991 de ne pas utiliser ce que j'appellerais la force comme l'Union soviétique l'avait utilisé à la fois contre la Hongrie en 1956, à la fois contre la Tchécoslovaquie lors du printemps de Prague et en Allemagne de l'Est tout aussi bien. Donc, je crois que quelque part, Gorbatchev, qui est le dernier dirigeant de l'Union soviétique, a essayé avec la perestroïka de rénover, je dirais, le système soviétique, qui était un système qui avait des difficultés énormes à se renouveler. N'oublions pas que les derniers dirigeants soviétiques étaient pratiquement des dirigeants issus de la période stalinienne, qui sont des dirigeants qui ont vécu toute cette période, qui sont des dirigeants pendant la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont des dirigeants d'une autre époque. Gorbatchev amorçait un renouveau dans le système en essayant de renouveler le système. Bon, mais Gorbatchev va être confronté à la fois dans l'Est européen, c'est-à-dire dans les pays qui faisaient partie du bloc socialiste et du pacte de Varsovie, de ces pays où l'armée rouge était dans la lutte contre l'Allemagne nazie, où l'armée rouge était arrivée. C'est la ligne Oder-Neisse en Allemagne, c'est la ligne d'arrivée des forces du maréchal Zhukov qui arrive là et face aux Américains qui montent. Donc, quelque part, l'Union soviétique avait à gérer à la fois l'émergence de pays nationalistes très fortement, surtout dans les pays baltes qui ont été incorporés très tardivement à l'Union soviétique, mais je parle de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, pays qui étaient fortement, où il y avait un nationalisme très fort, mais aussi à l'émergence de nouveaux nationalistes, que ce soit en Azerbaïdjan, dans l'Asie centrale. Et l'intervention en Afghanistan, Gorbatchev va y mettre fin, épuisait les forces armées soviétiques, et donc il fallait redéfinir les lignes. Et en ce sens, Gorbatchev, il va à la fois réussir à négocier avec Reagan, bien que lors des processus de négociation, surtout sur la réduction des armements nucléaires, rappelons-nous, et je vais terminer avec ça, qu'il y a eu une opposition très forte parce que les Américains tenaient essentiellement à, rappelons-nous, à l'initiative de défense spatiale, du bouclier spatial, ce qui était pour les Russes que les Américains devraient l'abandonner. Mais en fait, ils ont pu réussir à négocier des traités de réduction d'armement nucléaire, mais en fait, la question de l'armement nucléaire s'était posée dès l'explosion de la deuxième bombe américaine à Nagasaki. Parce qu'en fait, la bombe n'était pas destinée au Japon, je dirais qu'elle était destinée comme un avertissement au seul pays qui possédait la bombe atomique. Cela va déclencher une certaine, pour les anciennes puissances coloniales, une volonté
de se doter de l'arme nucléaire. La Russie va être la première à se doter de l'arme nucléaire après les États-Unis, l'Angleterre tout aussi bien. Et n'oublions pas que c'est De Gaulle qui va insister pour que la France se dote de l'arme nucléaire et n'accepte pas le parapluie nucléaire américain, comme le Japon l'accepte. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles il y a eu des négociations. Et ces négociations ont été surtout après l'affaire cubaine, des missiles cubains à Miami, et à partir de Kennedy et Khrouchtchev, où on a vu que le monde était à un cheveu d'une guerre entre les deux grandes puissances et qu'il fallait mettre en place ce qu'on a appelé le téléphone rouge, c'est-à-dire un mécanisme de discussion, de rencontre pour éviter un risque nucléaire. Ouais. Alors, professeur Rorom Chantal, tu as entendu Jean-Emmanuel parler d'armes de dissuasion. Moi, j'aime à dire qu'officiellement, il y a 5 pays qui détiennent l'arme atomique et d'autres officieusement qui l'ont. Mais normalement, quand on fait un groupe select comme ça de 5 pays officiellement qui détiennent l'arme atomique, c'est pour dire nous sommes les plus, comment dirais-je, sensés, nous détenons l'arme atomique et jamais nous n'oserons utiliser cette arme atomique contre l'un ou contre l'autre. On ne fera pas la guerre avec. C'est ça la logique de cette chose-là détenue par l'ONU, ce conseil, ce club spécial. Et pourtant, lorsqu'il y a une guerre et les choses sont sérieuses et que l'Ukraine attaque pour de vrai, eh ben, on entend souvent qu'on fait référence à la possibilité d'utiliser l'arme atomique. Donc, c'est un leurre que de dire que lorsqu'on possède l'arme atomique, c'est tout simplement pour garder une certaine suprématie qu'on n'utilisera jamais l'arme atomique. Cela dit, moi, j'essaye de comprendre encore une fois, là, pourquoi on veut, mon Dieu, qu'il y ait toujours cette possibilité d'un pays qui soit en compétition avec un autre, mais cette compétition qui signifie toujours qu'on peut utiliser, je suis plus fort que toi, je peux utiliser l'arme contre toi, etc. Ce qu'on appelle cette guerre froide-là. Si quelqu'un a éliminé cette guerre froide-là, à laquelle on est revenu là, depuis Poutine, n'est-ce pas? Eh ben, moi, je loue cet homme-là, professeur Rorom Chantal. Je comprends, sauf que il faut faire très très attention dans les crédits qu'on donne à Gorbatchev. Dans la mesure où s'il a fait une contribution effectivement à la fin de cette dangereuse guerre froide, il a fait cette contribution de manière inconsciente. Il n'a pas voulu, il n'a pas cherché à vivre l'inconscience. Mais dans ce cas, il faut éviter de lui donner le crédit. Je pense que Franz Voltaire l'a bien expliqué. Ce qu'il voulait lui-même, c'était une restructuration du régime pour réhabiliter, renouveler le socialisme devant certains problèmes que le modèle accusait. Alors, la première chose qu'il convient de dire en toute justice vis-à-vis de Gorbatchev, c'est sans aucun doute l'homme à l'époque contemporaine à avoir eu le plus d'impact sur la politique mondiale, par le fait même qu'il a effectivement contribué à la fin de cette guerre froide. Donc ça, une fois qu'on l'a dit, ce qu'on doit quand même mentionner, c'est que les principaux mérites de Gorbatchev ont consisté plutôt à ne pas utiliser les armes que détenait son pays pour freiner la fin précipitée de la guerre froide. Il aurait pu, par exemple, utiliser l'armée pour empêcher intervenir en Ukraine et donc empêcher son indépendance. Il ne l'a pas fait. Et il aurait pu aussi utiliser les ressources militaires de son pays pour empêcher la réunification des deux Allemagnes. Il ne l'a pas fait. Ceci étant dit, cet homme, il a quand même dirigé un empire sanguinaire, un empire brutal, et il a aussi
soutenu Vladimir Poutine lorsque celui-ci a annexé la Crimée en 2014. Ce qu'il faut comprendre dans le fait qu'on loue, et c'est en cela, à mon avis, qu'il convient de faire attention, c'est l'Occident qui essaye de récupérer Gorbatchev, de jouer Gorbatchev contre Poutine, alors même que l'Occident n'a pas respecté ses promesses vis-à-vis de Gorbatchev. Ce qui s'est passé, en clair, à son arrivée au pouvoir, Gorbatchev a découvert qu'il y avait des problèmes économiques et selon lui, c'était la consommation de l'alcool, la vodka, qui posait problème. Il a essayé donc d'interdire une certaine consommation et ça a conduit à la privation de ressources budgétaires très très importantes pour l'État russe. Maintenant, en 1986, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, de la catastrophe dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'était aussi un problème que Gorbatchev, qui allait pousser Gorbatchev à réagir. Dans quel sens? Il avait compris que le problème du pays n'était pas uniquement de nature économique, mais plutôt la transparence. À partir de ce moment, il va prôner la glasnost, en plus de la perestroïka qui consistait en la restructuration de l'économie. Et à partir de ce moment, à la fois le peuple russe, mais celui ukrainien, entre autres, peuple qui faisait partie donc de l'Empire russe allait profiter des brèches qui étaient ouvertes, allait s'exprimer et c'est pourquoi j'insiste là-dessus, le mérite principal de Gorbatchev était plutôt de ne pas réagir. Alors qu'aujourd'hui, on donne l'impression que Gorbatchev cherchait consciemment à mettre fin au modèle soviétique au motif, à l'effet qu'il était devenu conscient que le modèle ne fonctionnait pas et que lui-même, il s'était approprié la démocratie américaine et l'économie libérale. Ça, c'est faux. Donc, Gorbatchev cherchait tout autre chose à conserver à la fois l'Union soviétique, mais à conserver le modèle soviétique qu'il voulait seulement restructurer et non chercher à mettre fin à la guerre froide. Alors, on va continuer la discussion puisque notre modérateur était absent pour ne pas laisser de vide. Mais effectivement, je pense que tu as souligné plusieurs questions qui sont importantes. C'est-à-dire, Gorbatchev, au moment où il intervient, il se rend compte qu'il y a des revendications nationalistes très fortes dans la plupart des pays qui, rappelons-nous, dès la formation de l'Union soviétique en 1922, avaient dans leur constitution et dans la constitution de l'Union soviétique, c'était inclus comme dans la Confédération canadienne, contrairement à d'autres fédérations, qu'ils pouvaient réclamer leur indépendance. D'ailleurs, il y avait l'Ukraine et la Biélorussie qui étaient représentés aux Nations Unies. Donc, Gorbatchev va essayer de réformer ces pays, regarder la composition même de son gouvernement avec des dirigeants qui viennent de peu partout, des anciennes républiques, mais aussi face à la montée. Par exemple, il y a eu beaucoup de revendications linguistiques en Lituanie, en Estonie, en Géorgie, où généralement dans la configuration des partis communistes des républiques, il y avait toujours un représentant des républiques autonomes qui était sur le devant de la scène comme secrétaire général, mais le secrétaire général adjoint était toujours un russe. Donc il y avait des revendications sur l'usage des langues régionales, parce qu'il y avait aussi des conflits entre les différentes républiques dans la façon dont ça a été constitué. Par exemple, les conflits qu'on voit aujourd'hui entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie sont des conflits qui existent depuis l'époque de Lénine, on a essayé une forme de république transcaucasienne, ça n'a pas marché. Il y a des conflits de territoire dans la séparation arbitraire qui avait été faite, comme aussi la question de la Crimée qui avait été questionnée parce qu'en 1954, Khrouchtchev avait décidé qu'il était ukrainien. Rappelons-nous que beaucoup de dirigeants russes étaient ukrainiens. Gorbatchev lui-même est d'origine ukrainienne
Donc, ce sont des questions de fonctionnement de l'économie. Et comme tu l'as souligné avec la glasnost, il a essayé de rendre les institutions russes un peu plus prévisibles, parce que un des problèmes qui est dans le système politique mis en place en Union soviétique était une certaine forme de non-prévisibilité. Ce que les Chinois ont évité, par exemple, dans le Parti communiste chinois, les dirigeants, avec les réformes de Deng Xiaoping, eh ben, les dirigeants communistes chinois étaient nommés par le comité central pour une durée. Ouais. Alors que beaucoup de dirigeants russes il n'y avait pas de durée dans leur mandat. Donc, tout ça, ce sont des tentatives, mais est-ce que le système, il y avait des tensions centripètes? Puis rappelons-nous aussi, dans tous les empires, c'est ce qu'avait connu l'Empire britannique, l'Empire français, c'est-à-dire des empires multinationaux ont commencé à s'effondrer à partir de la Seconde Guerre mondiale avec les revendications nationales. L'Angleterre avec l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Donc, on voit toutes les tensions qui existaient et qu'ils ne pouvaient plus gérer. Bon, moi je crois, à côté des brillantes thèses de mes collègues, et je n'ai absolument pas grand-chose à dire, en dehors du fait qu'il faut aussi se rappeler. Et je suis d'accord sur la question du dérapage, c'est-à-dire Gorbatchev a perdu le contrôle de la perestroïka et du glasnost. Mais à un certain moment, et la France a rapidement évoqué les pressions qui étaient exercées. Et là, il ne faut jamais négliger le rôle, dans cette guerre froide, le rôle aussi de l'Occident. Okay? Le rôle de l'Occident, le rôle des Américains, la grogne qui était en train de prendre corps, comme par hasard. Moi, j'ai un exemple qui me passe par la tête. Quelqu'un qui était une figure importante à côté de Gorbatchev. Il s'appelait Edouard Shevardnadze, qui était ministre des Affaires étrangères, toute puissance, et qui va à un certain moment, qui deviendra d'ailleurs le premier président de la Géorgie, après la période de rupture, etc. Je crois qu'il ne faut pas négliger le fait qu'à un certain moment, à l'intérieur du pays, le contrôle la perte de contrôle était telle que Gorbatchev a essayé d'y aller, de jouer de son statut qui devenait de plus en plus important du point de vue international. Et c'est là où je retrouve Jean-Ernest Pierre, plus ou moins, sur le fait que à un moment donné, Gorbatchev a voulu jouer un rôle historique au-delà de son pays, au-delà du maintien du système. Et je suis d'accord avec Rome Chantal qu'il ne faut pas non plus aduler Gorbatchev comme étant un élément qui voulait tout chambarder du tout au tout, mais ça c'est au début. Non, mais ça c'est au début. Moi, je crois que par la suite, il y a eu du dérapage. Et les thèses qui veulent que Gorbatchev ait joué plus dans la cour de l'Occident plutôt que dans la cour d'un maintien du système en tant que tel, seulement avec des réformes. Il a perdu le contrôle et aujourd'hui encore, les Russes sont convaincus. On verra. Tu as parlé du fait que c'était pas des cérémonies officielles, etc., etc. Ça aurait pas été le plus important si c'était un leader qui était adulé et respecté par les Russes. Les gens auraient donné l'exemple. On parle de quelques centaines de gens seulement. Ah, alors, oui, mais messieurs, oui, messieurs. Mais je voudrais juste souligner deux points que Pierre-Emmanuel a soulevés. Rapidement, Franz. Dès le gouvernement de Carter, le conseiller à la sécurité nationale, Brzezinski, il l'a souligné dans ses écrits, a réorienté la politique américaine en soutenant les talibans, en soutenant la résistance contre l'occupation russe. Contre l'occupation russe. Et là, on se rend compte qu'effectivement, parce que dans la vision de Brzezinski, ces pays ne comptent pas. Ce qui comptait, c'était l'Europe de l'Est. Brzezinski est lui-même le fils d'un diplomate polonais. Il est toujours marqué par son approche très particulière sur l'Europe de l'Est. Et que la faiblesse de la Russie, c'était à la fois de l'Afghanistan qui devait devenir le Vietnam pour l'Union soviétique, mais aussi appuyer, n'oublions pas,
que tout de suite après, il y a tous ces mouvements qui apparaissent à Gdansk, c'est-à-dire à l'ancienne Danzig, avec Lech Walesa, des revendications qui apparaissent aussi en Allemagne de l'Est. Il y a tout un chambardement qui commence, qui a des antécédents, parce que ces pays de l'Europe de l'Est ont été des pays qui ont été, je dirais, avec les avancées de la Russie, qui les a créés. Rappelons-nous que, par exemple, que la Russie avait laissé, enfin l'Union soviétique avait laissé s'effondrer la résistance polonaise. Les troupes russes sont restées au-delà de la Vistule, pendant que l'armée allemande nazie écrasait la résistance polonaise. Donc il y avait tous ces conflits, et le seul pays peut-être qui va éclater plus tard à n'avoir pas eu une présence militaire soviétique, c'était la Yougoslavie de Tito, qui avait mené une guerre de résistance interne. Mais à la mort de Tito, qui éclatera tout aussi bien. Donc moi, je voulais souligner cet aspect que tu avais soulevé en disant, très tôt, les États-Unis vont jouer un rôle important pour stratégiquement. Alors, messieurs, on va à la pause, mais étant donné que la question que j'essaye de soulever, que j'essaye de traiter, ne trouve pas preneur, on l'évite soigneusement. Moi, comme mondialiste, comme membre d'un pauvre petit pays, n'est-ce pas, quel intérêt est-ce que j'ai qu'il y ait un monde de plusieurs pôles? On parle de grandes puissances, n'est-ce pas? On parle de détenteurs d'armes atomiques. Les petits pays ne trouvent pas leur compte là-dedans. Qu'on soit un monde multipolaire ou un monde unipolaire, c'est la même chose. Je vous fais remarquer que on parle du Japon qui s'engage pour la sécurité et le développement en Afrique. Depuis tout ce temps-là, qu'on parle de guerre froide, qu'on parle de guerre, l'Afrique a été oubliée. Les pauvres petits pays. Tu veux que je te donne une image que j'ai beaucoup aimée et que Georges Anglade, je me rappelle, on discutait justement de la question de la mondialisation. Et Georges Anglade a eu une image, il était bon là-dedans. Il a dit, la mondialisation, il faut comprendre qu'il y a Mike Tyson qui est dans une pièce et qu'on te dit, Pierre-Emmanuel, tu vas entrer dans la pièce. On ne te demande pas, est-ce que tu veux te battre contre Mike Tyson? Mais on te dit, tu vas entrer dans la pièce et te battre contre Mike Tyson. Donc, cette réalité-là que tu évoques et qui est une réalité que les pays africains essaye de remettre en question, que d'autres pays essayent de remettre en question. Après la pause, Pierre. OK. Après la pause, mesdames et messieurs, on fait la pause commerciale. On vous revient tout de suite. Tu dis une petite courte pause, une pause. Une virgule de pause, mesdames et messieurs. On revient immédiatement après. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 ou 514 725 2024. Depuis toujours, pour vos parties d'associations régionales, journées récréatives, festivals, baptêmes, communions, mariages, fêtes de famille, concerts évangéliques, conférences, réunions, votre référence en sonorisation s'appelle Sono Musique. Aujourd'hui, la division sonorisation de Sono s'associe avec des ingénieurs, techniciens, preneurs de son, avec des équipements classés parmi les meilleurs dans l'industrie. La capacité de fournir le matériel, de l'installer rapidement sur la scène de plusieurs événements, c'est l'affaire de Sono Musique. Seul en tête de liste, 514-723-6101.
723 6101. Octobre 2002, octobre 2022, votre CEPAM a 20 ans. Et comme on n'a pas 20 ans tous les jours, nous voulons profiter de ce grand moment avec ceux qui comptent pour nous, ceux qui nous ont accompagnés dans cette grande traversée. Pour ce faire, rendez-vous le samedi 15 octobre 2022 au Riz Plaza, 6630 Jarry Est pour le grand gala du 20e anniversaire. Cocktail, spectacle, souper 5 services, danse et j'en passe. 2 décennies riches en rebondissements pour nous, pour vous et pour le monde. Et oui, on n'a pas 20 ans tous les jours. Profitons au possible de ce grand événement. Les billets sont déjà mis en vente au coût de $120. 514-790-2726 pour réservation. Ici Eric Giagal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toute sa couture, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. D'habitude, nous sommes de retour avec professeur Orom, Chantal, professeur Voltaire, professeur Jean-Emmanuel Pierre et moi-même. Je ne suis pas professeur, moi. Alors, messieurs, avant d'aller à la pause, on regardait la chose et puis moi, je tiens tellement à ce qu'on me parle de mon rôle dans le monde, du rôle de mon pays dans le monde, de l'intérêt de mon pays dans le monde, l'intérêt des mondialiste dans le monde lorsqu'il y a un monde multipolaire, bipolaire, bon, on s'entend dans le bon sens là. Et qu'est-ce que nous avons, quel intérêt est-ce que nous trouvons à ce qu'il y ait un monde multipolaire où de toute façon les intérêts de ces peuples-là, n'est-ce pas, d'Afrique, de ces peuples des Antilles, ces intérêts-là ne sont nullement considérés. C'est des pays, ils sont de plus en plus pauvres. On repousse les ressortissants, que ce soit pour aller en Europe ou pour aller en Amérique. On vous jette par terre et vous êtes de plus en plus pauvres. Je regarde ça et je me dis que ce qui donnerait un monde plus juste, finalement, ça serait de créer de la bombe atomique et donner aux 191 pays qui existent à travers. Si on ne les élimine pas, les armes atomiques, parce que plus on dit qu'on veut les éliminer, plus on les cache, et puis on dit qu'on va en faire usage. C'est ça qui confère la force, n'est-ce pas? Et vous allez avoir un monde de plus en plus déséquilibré. Pourquoi, d'après toi, on parle de puissance? Oui. De superpuissance. Ben oui, parle-moi de puissance nucléaire. Parle-moi de pays qui ne sont pas puissants. Oui, non mais et c'est là où, dans cette dynamique, ne pense pas que Haïti, l'histoire des relations internationales, les relations internationales sont d'abord et avant tout question d'intérêt. Donc, tu entres dans une dynamique pour essayer de tirer ton épingle du jeu, dans certains cas, parlant de petits pays, et dans d'autres cas, essayer d'avoir le plus de pouvoir et le plus de prédominance possible. OK? En dehors de ça, comme par exemple sur la question de la pollution, les pays d'Afrique, les petits pays arrivent en clan pour dire « nous ne polluons pas ». Pourtant, c'est nous qui subissons les conséquences de cette immense pollution de la planète. OK? Et est-ce qu'on peut essayer maintenant de négocier différemment ce qui est en train de se passer? C'est la même chose. Haïti, dans toute cette dynamique. Je te donne juste un exemple. Je te donne, Jean-Emmanuel, je ne parle d'Haïti qui change les choses. Je regarde qu'un peuple puisse évoluer, que les gens d'un pays puissent manger, puissent avoir un toit, etc.
pas qu'un pays qui s'appelle l'Angleterre ou la Grande-Bretagne arrive et traverse la Manche et arrive et dit les Malouines, là, nous avons besoin de territoire, etc. Et puis tout le monde accepte, tout le monde applaudit, etc. C'est ce type de situation-là qu'on n'aime pas voir. Oui, mais moi, ce que je te dis, je vais laisser mes collègues parler parce que moi, j'étais encore dans la foulée de cette mondialisation, etc. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Haïti, par exemple, doit, dans ce concert extraordinaire, arrêter de se considérer ou de se laisser traiter comme étant unique de backyard, l'arrière-cour des Américains. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un régime pouvant minimalement tenir tête, obtenir certaines choses dans des négociations avec les Américains et ne pas se contenter de seulement subir les choses, parce que c'est ça la chose. Subir, tu vas finir par mourir, mais il faut apprendre à garder la tête hors de l'eau. Et dans certains cas, dans cette dynamique mondialiste, c'est seulement qu'il faut essayer de garder la tête hors de l'eau. Ne pense pas que tu vas changer l'ordre des choses. Et puis, moi, je vais applaudir qu'il y ait un ordre mondial, un nouvel ordre mondial avec un monde multipolaire. Et puis, j'applaudis, hein, c'est ça, messieurs, mes professeurs. Dans une dynamique hégémone. Mais ça sera toujours le cas, professeur, non? Professeur Voltaire. Bon, moi, je veux être très simple. D'abord, puisque tu as ramené le problème à Haïti, quelles ont été les positions très tôt avec la création d'Haïti? L'isolement, l'embargo mis en place par les grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire l'Espagne, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis. C'était les pays les plus déterminants de cette époque-là, avec des puissances secondaires comme la Hollande ou la Suède ou le Danemark, pour rester dans des pays qui avaient des comptoirs ou des possessions américaines. Aux États-Unis même, il y avait des positions, des divergences entre, par exemple, Jefferson, qui est un Virginien, donc un sudiste, et Adams, qui est un Bostonian, donc, qui posait la question de maintenir et de reconnaître Haïti. Donc, on a des divergences très vite. La politique internationale, c'est une politique de relation de force entre puissances. C'est-à-dire, et donc, il est question d'intérêts, ces intérêts peuvent être multiples, et donc le rôle d'Haïti, ça a été toujours d'essayer de trouver une place pour négocier sa position dans le monde. Après la guerre civile américaine de 1860-1865, la position diplomatique d'Haïti était un peu un équilibre qui pouvait exister parce qu'il y avait aussi de la part de la puissance émergente de l'époque, les États-Unis. Après la guerre civile, ils sont rentrés dans la guerre indienne. C'est-à-dire, ils vont conquérir l'ensemble, unifier l'ensemble du territoire actuel. Les États-Unis, il faut comprendre, c'est à partir de 1898, ils vont s'appuyer sur la doctrine Monroe comme élément de légitimité de leur expansion vis-à-vis des puissances européennes. 1898, les États-Unis vont faire la guerre à l'Espagne et vont jouer sur les deux. Ils ont modernisé leur flotte de guerre, ils vont commencer leur expansion dans les Caraïbes, Cuba, Porto Rico et en Asie vers les Philippines. Donc là, l'Angleterre en 1905 a retiré sa flotte, de British West Indies Fleet. Les États-Unis en 1904 se sont appropriés le Panama, qui était une province colombienne, rappelons-le, et à partir de ce moment, pour favoriser le commerce entre la côte Est et la côte Ouest. Absolument. Donc, il y avait, là on commence à voir ce que Leslie Manigat appellerait la substitution à partir de 1910 de la prépondérance française par la prépondérance américaine, qui se situe au niveau de la Citibank, donc de la Banque nationale d'Haïti, qu'on va, que les capitaux américains
vont être déterminants. Donc les États-Unis vont être cette puissance dominante dans les Amériques, essentiellement, je dirais, dans le bassin des Caraïbes, parce que au niveau du continent lui-même, il y aura encore des intérêts allemands, des intérêts anglais, des intérêts français qui vont encore jouer. Parce que, bon, finalement, la Première Guerre mondiale va donner l'opportunité aux Américains, puisque les Européens et les empires européens sont en guerre, de s'approprier l'ensemble du continent. Et donc, de devenir la puissance hégémonique dans ce continent. Et là, c'est la révolution cubaine qui viendra, je dirais, mettre une épine dans le pied du géant. Et comme disait une chanson cubaine de l'époque, c'est la sardine qui ne s'est pas laissée bouffer par le requin. Donc, au fond, on rentre dans une dynamique aujourd'hui avec l'émergence de la Chine, l'émergence de puissances comme l'Inde. Rappelons-nous que, par exemple, actuellement, il y a eu des manœuvres entre la Russie, l'Inde et la Chine, mais que l'Inde vient de faire un geste très symbolique, très important à Cochin. Ils viennent de lancer ce porte-avions et ils rentrent dans le club très sélect de pays qui peuvent produire par eux-mêmes un porte-avions. Évidemment, c'est un porte-avions plus limité que les porte-avions chinois, mais c'est un symbole important pour l'Inde, puisque ce porte-avions peut abriter au moins 30 avions. Donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a à la fois un jeu d'équilibre, que les États-Unis, après la chute de l'Union soviétique en 1991, étaient devenus la seule puissance hégémonique, et même avaient un discours triomphaliste en disant, certains disaient, que les États-Unis ont gagné partout, il n'y a qu'un seul discours, le discours néolibéral du point de vue économique, mais aussi le discours que c'était les États-Unis la seule puissance. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à la fois une ancienne puissance, mais qui détient l'arme nucléaire et qui détient 6000 ogives nucléaires, donc, qui détient qui est d'une superficie extrêmement importante, qui est dans l'Eurasie, c'est la Russie. Et de l'autre côté, la puissance vraiment émergente et stratégiquement concurrente des États-Unis, qu'est la Chine, parce que c'est une compétition à la fois et surtout économique, et que la Chine, par tradition, se donne le temps pour émerger comme la première puissance économique, 10 ans, 20 ans. Oui. Voilà. Donc, les relations internationales sont des relations essentiellement de force, et on l'a vu dans le passé. Voilà. Donc, les petits pays, pour finir, comme Haïti, peuvent naviguer entre puissances pour essayer de trouver une voie moyenne, comme par exemple un grand diplomate haïtien l'a fait au 19e siècle, c'était Anténor Firmin, jusqu'au début du siècle, pour éviter une occupation américaine. À l'époque, il a joué sur d'équilibre, négociant ici, promettant là, voilà. Alors, professeur Ourom Chantal, moi, je ne suis pas plus édifié dans le sens que je cherche mes intérêts dans tout ça, et malgré tout le beau discours que j'ai entendu, moi, qu'il s'agisse d'un monde unipolaire, Haïti est en faillite, qu'il s'agisse d'un monde multipolaire, Haïti, les considérations ne sont pas meilleures dans le cas d'Haïti, les pauvres petits pays d'Afrique, je regarde l'Afrique, un continent aussi important, a toujours été laissé à elle-même. Aujourd'hui, il y a des maîtres pierres. Mais oui, aujourd'hui, oui. Il y a eu de la compétition. Oui. Pourquoi le Japon va essayer d'intervenir? Pourquoi la Turquie? Non, mais le Japon fait partie. Non, parce que les Chinois, parce que les Chinois sont les premiers investisseurs, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Ouais, mais et c'est là qu'il faut comprendre les enjeux, parce que les Chinois, alors que il y a une diminution des investissements européens, là, on se rend compte que l'Afrique a des marges qu'elle n'avait pas à un certain moment. Parce que vous avez des marges quand vous pouvez négocier avec des puissances rivales. Vous n'avez aucune marge quand c'est un monde unipolaire où l'autre peut vous imposer ses objectifs. En tout cas, messieurs, ce n'est pas fait. Moi, je regarde la situation encore des pays les plus pauvres. Professeur Ourom Chantal,
Moi, ça ne me convainc pas. Il reste une dernière chance à Rogom Chantal à me convaincre, professeur Rogom Chantal. Allez-y, professeur. Je ne vais pas essayer de vous convaincre. Je vais essayer plutôt de partager ma compréhension de la question, en fait, de la réponse qui peut être, ou des réponses qui peuvent être apportées à la question essentielle que vous avez posée du reste. Alors, nous avions, depuis l'époque contemporaine, depuis la formation du système international qu'on qualifie de vespalien, puisque c'est à Vespalies que l'acte de naissance de ce système a été consacré au terme de la guerre des 30 ans, où différentes entités politiques en Europe s'entretuaient pour des raisons confessionnelles, entre autres, et par après, leurs dirigeants se sont rendus compte que c'était impossible, la mission que les uns comme les autres s'étaient donnée, qu'il fallait mettre en place un système d'équilibre des puissances. C'était peut-être pas moral, au sens où cet acte qui a été pris a amené certains dirigeants à accepter le fait que leur pays devait coexister avec d'autres entités politiques dont on ne partageait pas nécessairement les choix religieux et politiques, mais de toute façon, on a évolué dans un contexte multipolaire où plusieurs pôles de puissance s'équilibraient. Ce système a duré jusqu'à l'éclatement de la Première Guerre mondiale qui allait entraîner son effondrement, et on va connaître, vivre, évoluer au niveau de la politique mondiale dans le cadre d'un système bipolaire qui, donc depuis l'époque contemporaine, était une évolution qualitative en termes de la configuration de la politique mondiale. Alors, qu'il s'agisse de la multipolarité, le système qui a préexisté, donc avant à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, ou de la bipolarité, ce que cela offre, malgré évidemment le danger potentiel quant au fait que différents acteurs lourdement armés doivent coexister, et en cela, j'ouvre rapidement une autre parenthèse pour dire que, eh bien, en politique mondiale, les États vont s'armer lourdement, créant ce qu'on appelle en théorie des relations internationales un dilemme de sécurité, puisque en s'armant lourdement, on ne fait qu'alimenter l'insécurité au niveau mondial. Mais ce que cela fait pour les autres petits États, comme Haïti, ou les États en Afrique ou dans d'autres régions du monde, quand on est en contexte de multipolarité ou de bipolarité, les États qui sont plus faibles, qui sont en général négligés sur la scène internationale parce que, n'ayant pas les capacités matérielles et militaires pour s'imposer, ces États ont le choix. On se rappelle par exemple Duvalier, dans le contexte bipolaire, il a joué sur la bipolarité en s'imposant comme un rempart contre le communisme au niveau donc de la région, et de ce fait, il a réussi à s'attirer les faveurs des gouvernements américains successifs. Cela a cessé d'exister. Cette possibilité a cessé d'exister après l'effondrement du système bipolaire et l'avènement de ce que le politologue américain Francis Fukuyama a appelé, Charles Kutamar a appelé le moment unipolaire. Alors, on ne s'entend pas en relations internationales sur quel système est préférable. D'aucuns diront que la multipolarité procure beaucoup plus de fluidité et donc permet une certaine neutralisation des différentes forces politiques en présence. D'autres diront que la bipolarité est préférable parce que il y a deux pôles de puissance qui existent, se connaissent mutuellement et ça facilite un certain équilibre comme on a pu le voir au moment de la guerre froide, même si d'autres analystes pensent plutôt que
contrairement à ce que Maître Pierre peut penser, c'est plutôt l'arme nucléaire et le tabou nucléaire, étant donné que cette arme n'a pratiquement jamais été utilisée à des fins offensives. Ceci étant dit, on va voir ce qui s'est passé avec l'hyperpuissance américaine. Pour utiliser l'expression de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, eh bien, c'est la volonté d'universaliser les valeurs occidentales, d'aucuns diront les valeurs américaines, et ce que ça va créer comme danger potentiel en politique mondiale, étant donné que d'autres puissances émergentes vont essayer de réagir. C'est le cas de Vladimir Poutine. Alors, aujourd'hui, clairement, on est en train, en politique mondiale, de tourner le dos, et c'est là-dessus que je vais terminer, à la politique. On est, depuis les années 2000, par exemple, y compris les analystes américains comme Fareed Zakaria, que vous suivez sans doute tous les dimanches sur CNN. Il a écrit un livre avec pour titre The Post-American World. Donc, depuis les années 2000, on a commencé à théoriser l'entrée dans un monde post-américain. Et moi, dans mes recherches, je vais même plus loin. On serait aujourd'hui en train de basculer dans un monde post-occidental, étant donné que pour la première fois, parmi les 5 plus grandes économies mondiales d'ici à une dizaine d'années, il n'y aura qu'une seule à se retrouver en Occident, ce sera l'économie américaine. Les 4 autres vont se retrouver en Asie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Et donc, ce que ça va faire, et je pense qu'en cela, le professeur Franz Voltaire a tout à fait raison, c'est la possibilité pour les petits pays dans les autres régions du monde de disposer de beaucoup plus d'options. On l'a vu, ce qui se passe en Afrique, en Amérique latine. La présence de la Chine a conduit les puissances occidentales, Joe Biden par exemple, qui a mis en place de W, c'est Build Back Better, BBW. L'Europe a proposé un programme concurrent à l'initiative des nouvelles routes de la soie de la Chine. Aujourd'hui, l'Afrique a regagné en intérêt, est redevenu un acteur mondial, alors que dans le contexte post-guerre froide, l'Afrique a été oubliée. C'est le cas de l'Amérique latine. Maintenant, pour ce qu'il s'agit pour la question de savoir qu'est-ce qu'un pays comme Haïti peut en retirer, cela va dépendre de la qualité du leadership national. On voit ce qui se passe en République dominicaine. Malgré les pressions américaines, ils ont été capables de changer de cap diplomatique en tournant le dos à Taipei, à Taïwan, au profit de la Chine continentale. Tandis que malheureusement en Haïti, en raison de la présence d'un leadership incompétent, corrompu, dont la survie dépend de la puissance américaine, on n'a pas été capable d'entrer dans le grand jeu de la politique mondiale. C'est ce dont nous avons besoin en Haïti, c'est la construction des infrastructures. Depuis plus de 200 indépendances, la marginalisation d'Haïti, le racisme contre Haïti, tout ça n'a pas permis au pays de profiter donc de sa proximité avec les grandes puissances. Haïti n'a rien aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Haïti doit changer de cap, non seulement pour se mettre avec le grand sud, le sud global, mais avec des puissances émergentes comme la Chine, qui a démontré, par exemple la Chine, les bienfaits de son modèle en dépit de ses limites dans le cadre de l'Afrique. Donc je pense que ça va dépendre finalement de la qualité de notre leadership national, mais que ce n'est pas parce que le monde est unipolaire, bipolaire ou multipolaire que le pays va se tirer nécessairement d'affaire. Mais, professeur Rome Chantal, te rends-tu compte que tu as fait tout le laïus et la conclusion dit autre chose là? C'est que ce soit unipolaire ou multipolaire, ça dépend du leadership. C'est ce que j'ai retenu. Je retiens ce que je veux bien retenir. Oui, il y a une autre chose que je souhaite quand même souligner de ce que j'ai dit, c'est que quand on est en monde bipolaire, on a déjà beaucoup plus d'options que si l'on était dans un monde unipolaire. Par exemple, dans l'unipolarité américaine induite par la fin de la guerre froide, les Américains n'avaient plus besoin d'États satellites en Amérique latine ou en Afrique. Ces États de la périphérie étaient négligés.
Et quand on est dans un contexte multipolaire, ça permet aux pays des périphéries du monde, d'Afrique, d'Amérique latine, de bénéficier, de disposer davantage d'options stratégiques. Si je me tourne vers vous, vous m'ignorez, je peux me tourner vers d'autres grandes puissances. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte multipolaire où dans l'histoire de la politique mondiale, jamais on a assisté à un nombre aussi exceptionnellement élevé de grandes puissances ou de puissances émergentes dans le système international. C'est donc un moment unique en termes d'opportunité pour un leadership national de concevoir une politique étrangère proactive. Mais avec une différence, professeur, ce qu'on appelle la géopolitique, l'influence américaine dans un pays, dans les pays de la région, de la Caraïbe, de l'Amérique, jamais elle ne sera mise en question par une autre puissance venue d'ailleurs. Regardez ce que justement... mais c'est le cas de la Chine. La Chine l'a fait en Amérique latine. Avec les Pierre, hein? Je crois que Chantal, il a souligné quelque chose de fondamental. Ouais. La République dominicaine, à partir du moment où il y allait de ses intérêts à... Voilà. C'est le leadership. Et Wogwam Chantal l'a dit aussi, ça dépend du leadership qu'on a. Il faut rappeler aussi que dans le cadre de la bipolarité, entre la Seconde Guerre mondiale et la chute de l'Union soviétique, il y a eu des tentatives, ce qu'on appelait les pays non alignés, des pays comme moyens, comme l'Inde, de Gandhi, je parle pas de Gandhi, de Gandhi Nehru, de Nehru et Gandhi, sa fille, la Yougoslavie de Tito, l'Égypte de Nasser, ont tenté, avec le mouvement des non-alignés, la Chine de Mao se positionner, même qui a participé à tout cela. Donc, quelque part, c'est comme au 19e siècle. Quand j'ai dit qu'Haïti, à la fin du 19e, a négocié jusqu'au moment où la guerre mondiale entre les puissances impériales européennes a ouvert la voie à l'occupation américaine d'Haïti, mais pas seulement d'Haïti. En 1915, les Américains vont occuper Haïti. En 1916, ils occupent la République dominicaine. Et en 1917, ils achètent, bon, c'est un ultimatum, les îles Vierges au Danemark, puissance très secondaire. Et en même temps, ils avaient déjà fait l'acquisition, au détriment de la Colombie, et créer cette enclave du Canal Zone en créant le Panama. Donc, on se rend compte que à partir du moment où il y a des marges, vous avez la possibilité de négocier vos intérêts. Et certainement, vous devriez toujours négocier avec les États-Unis. Ce serait très difficile de dire vous allez ignorer les États-Unis. Mais vous avez plus de marge et que vous n'en aviez parce que, comme tu l'as souligné, c'est-à-dire à partir du moment où le monde était devenu unipolaire, l'Amérique latine, on le donnait pour acquis et on n'avait pas à s'en intéresser. Aujourd'hui, si l'Amérique latine redevient important pour les États-Unis, c'est parce que l'Amérique latine a négocié des ententes. Et aujourd'hui encore, pour finir, il y a un questionnement du fonctionnement des institutions de Bretton Woods. Bon. Ces institutions qui sont issues de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, la Chine questionne la nécessité de transformer le FMI, de transformer la Banque mondiale. Et il crée aussi des institutions parallèles. Face au G7, il y a eu le G20. Il y a la banque des banques asiatiques qui se développent. Donc, on a un changement. Un pays comme Singapour, par exemple, ne se positionne pas ni pro-américain ni pro-chinois, mais essaie de bénéficier de la situation de neutralité. Alors, autrement dit, messieurs, et c'est la conclusion, et c'est celle-là à laquelle je veux m'en tenir, ça dépend aussi, peu importe, multipolarité ou bipolarité ou unipolarité, ça dépend du leadership de chaque pays. Effectivement, la République dominicaine s'est distinguée d'Haïti. C'est pas le même type de leadership. On va faire la pause commerciale. Et on va revenir en parlant de politique nationale. Franz Walter, Wogwam Chantal, c'est la première fois, Jean-Emmanuel, qu'on a une chef de l'opposition d'origine haïtienne, québécoise d'origine haïtienne. Et puis,
si la tendance se maintient, ça va être la dernière fois, là. Parce que ce qu'on présente là pour l'issue, et puis je n'aime pas voir des élections dont l'issue semble déterminée au départ, là. Parce que ça semble être catastrophique et maintenant c'est de savoir, comme on dit, c'est à peine si les plus justes seront sauvés, mais que restera-t-il du Parti libéral, messieurs? On va essayer de regarder ça après la pause, la très courte pause commerciale même, messieurs. Restez là. En plus du www.cpam1410.com et notre page Facebook Live, vous pouvez maintenant nous écouter 24 heures par jour sur votre téléphone au 438 804 55 20. CPAM 24 heures sur 24, 438 804 55 20 gratuitement. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires, vous avez un message pour vos clients? Confiez-le nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. CPAM, radiounion.com, pour vivre son ethnicité en français au Québec. 1410 AM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec professeur Jérôme Chantal, professeur Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre et moi-même, Jean-Ernest Pierre. Et puis là, c'est dimanche dernier que les élections ont été déclenchées au Québec avec des élections qui sont réglées au quart de tour pour la plupart des partis, dont le parti de la CAQ que les sondages donnent gagnant haut la main. Maintenant, on regarde qui formera l'opposition officielle. Nous sommes, je vous rappelle, à quasiment un mois et plus de cette élection. Et on sait déjà que le Parti libéral, presque à coup sûr, ne formera pas l'opposition officielle comme le Parti libéral a toujours été un parti de pouvoir, à tout le moins de temps en temps une excursion en opposition, mais c'était un parti de pouvoir. Et c'est la première fois que le parti est dirigé par une femme noire, et ça sera pas très intéressant de voir. Et si la tendance se maintient, la dernière sortie pour un comté ou une région, l'Outaouais, qui est occupée par les libéraux depuis près de 40 ans, on a un libéral là, et là, si cette tendance se maintient, le Parti libéral devrait perdre pas seulement ce comté, mais beaucoup d'autres dans la région métropolitaine de Montréal, dont l'Outaouais, où ils ont fait une assemblée d'élection où il n'y avait que 6 personnes. Et ça augure mal pour le Parti libéral.
Je pense que c'est peut-être plus le temps de regarder la stratégie, mais comment, au sein d'un parti, on peut écarter tous ceux qui détiennent des postes sous prétexte qu'ils sont vieux jeux. Moi, je regarde Barrette, je regarde le frère de l'autre, Arcan. Pierre Arcan. Je regarde dans Bourassa. L'erreur avec Marie Montpetit aussi. Marie Montpetit, je regarde dans Bourassa, Paul Robitaille. Tout ce beau monde a été écarté sous prétexte qu'on va faire de la place à du neuf. Mais on non, fait. Mais attention, Maître Pierre. Ouais. Il y a des gens. Il y a un problème structurel pour le Parti libéral qui commence avec Couillard. C'est-à-dire, ce Parti libéral, avec Couillard, contrairement à l'époque de Robert Bourassa, est vu comme un parti de migrants, comme un parti montréalais, n'est pas vu comme un parti représentatif des Canadiens français, nommons-les ainsi. À partir de ce moment, le Parti libéral, vu la répartition des sièges, ou des 125 sièges dans la province, le Parti libéral s'est fait rogner les ailes par la CAQ sur son programme économique, mais la CAQ aussi a éliminé presque aussi le Parti québécois. Donc les deux anciens partis qui se partageaient l'électorat, bien que la CAQ aussi a des héritages multiples, celle de l'Action démocratique, mais aussi le vieux fonds conservateur, je dirais duplessiste, qui existait de l'Union nationale. Donc la CAQ a raflé un peu partout. Le Parti libéral, à mon avis, c'est-à-dire vous, peut-être pas sa survie, parce que vous savez, en politique, il y a la résurrection des morts. On l'a vu avec le Parti libéral de Trudeau fédéral. Après, je dirais, un purgatoire, il a ressuscité. Donc, et c'est le plus vieux quand même parti du Québec, il y a encore ceux qui se définissent comme tels. Mais le Parti libéral n'arrive pas à trouver, aujourd'hui, je dirais, à se renouveler. Ils essaient tant bien que mal, mais la CAQ, comme nouveau parti, a phagocyté un peu l'ensemble des partis. Et la CAQ a tout intérêt à ce que, et là il rejoint peut-être que l'opposition officielle, et c'est ce que vous, Gabriel Dubois-Nadeau, c'est que le parti Québec solidaire devienne l'opposition officielle à la Chambre. Moi, ce que je peux voir, c'est que le Parti libéral, s'il arrive à maintenir son discours, pourrait récupérer un certain nombre de comtés, maintenir un certain nombre de comtés dans la région de Montréal, peu de représentation à l'extérieur, et terminer comme, je dirais, le parti de l'opposition. Mais je vois très mal qu'il y aurait, vu le délai de temps dans les élections, un changement drastique. Bon. Et Québec solidaire va essayer de se positionner, mais le Parti québécois, comme le Parti libéral, sont les partis qui sont menacés durant cette élection. Alors moi, messieurs, je ne sais pas si mon professeur suit la politique québécoise, Rome Chantal, assez, mais Québec solidaire qu'on veut classer, parce que je regarde dans la façon de faire québécoise, qui est une façon de faire particulière, tricoté serré. On a toujours voulu pas de la CAQ là, mais je parle de Québec solidaire, surtout de son chef Gabriel Nadeau-Dubois pour être le chef de l'opposition. On a toujours pressenti Gabriel Nadeau-Dubois comme chef de l'opposition. Est-ce que c'est pas ce parti-là, Québec solidaire, qui était un parti indépendantiste? Comment se fait-il qu'on n'entend pas parler de l'option numéro 1, littéralement, de Québec solidaire? Non. Québec solidaire ne s'est jamais défini. C'était un parti de quoi? Non, c'est un parti avec une certaine sensibilité par rapport au Québec, qu'on pourrait parler aussi de sensibilité nationaliste. Mais Québec solidaire ne s'est jamais présenté comme un indépendantiste. C'est des indépendantistes qui ont formé ce parti-là. Non. Québec solidaire a recruté
je dirais, dans la gauche du Parti québécois. Ils se sont opposés au fait que le Parti québécois n'aborde pas les problèmes sociaux. Et si vous regardez la plateforme... Vous souvenez-vous qu'on a essayé de faire l'union des partis indépendantistes et donc le Parti québécois, Québec solidaire et un autre marginal, n'est-ce pas, qu'on essayait, oui, parce que c'est des partis à sensibilité indépendantiste. Non, il y a une sensibilité nationaliste au Québec. C'est ça. Et moi, je me rappelle quand on a eu des discussions il y a quelques années, je soulignais qu'il y a un électorat qui est entre l'indépendance, le nationalisme, l'autonomisme, et c'est le vieux fond des revendications québécoiises et qui traverse toute l'histoire politique du Québec depuis la Confédération et même bien avant. Mais au-delà de tout, le parti, quand on regarde les plateformes et les questions qu'elles soulèvent, par exemple l'assurance dentaire, effectivement le parti, c'est un des problèmes, les questions de logement. Donc, il y a un certain nombre de questions que le Parti québécois, Québec solidaire soulève et qui rognent d'une certaine façon sur le Parti québécois. C'est-à-dire, le problème du dilemme du Parti québécois, c'est que il risque de disparaître de la scène politique parce qu'il n'a pas pu se renouveler. Mais j'ai pas le voulu... Parti libéral Franz, parce que habité par les récents discours et les récentes démarches de Québec solidaire, mais j'ai voulu aller à l'origine, devant l'objection de Maître Pierre. Et effectivement, il n'y a pas, je crois que c'est en 2019, oui, réunis en congrès à Longueuil, les membres de Québec solidaire ont placé l'indépendance du Québec au centre de leurs priorités, en adoptant une série de mesures menant à la souveraineté du pays dans un premier mandat. Il faut donc rendre justice à Jean-Ernest. Et je vous dis, moi, au Québec, il y a un construit qui se fait politique dans la presse, une certaine presse. Il y a un déconstruit aussi qui se fait, dans la presse, une certaine presse. Et je vous assure là qu'il faut regarder de ce côté-là pour comprendre ce que, bon, en plus, quelques erreurs administratives de la part de la chef du Parti libéral, le fait d'écarter presque tout le monde qui a du potentiel. Et si la tendance se maintient, messieurs, pour une fois, là, je vous assure, professeur Rorom Chantal, je ne sais pas, je prends pour acquis que vous ne suivez pas tellement, mais je sais que vous suivez quand même. Vous êtes indulgent avec moi, envers moi, et j'apprécie. Effectivement, je ne suis certainement pas aussi attentivement que vous le faites, vous qui êtes au Québec, moi qui suis dans les Maritimes, à Moncton, mais j'ai quand même des veines montréalaises. C'est une mamelle, Montréal, une mamelle, le Québec, c'est une mamelle intellectuelle pour moi. Du coup, je continue donc d'écouter la presse québécoise. Je suis la politique québécoise. Moi, ce n'est pas étonnant. L'issue probable des prochaines élections, pour différentes raisons qu'on pouvait analyser depuis des années, qui laissait clairement voir, au-delà de la performance personnelle de Madame Anglade, c'est une personne que je juge, avant même de dire ce que je m'apprête à dire, c'est une personne que je juge forcément avec bienveillance, donc je suis forcément biaisé vis-à-vis d'elle. Elle est issue d'une minorité dont moi-même suis issu. Son père, que n'ai jamais eu le privilège de rencontrer, malheureusement, m'a écrit 2 fois à mon adresse de courriel personnel suite à 2 articles que j'ai publiés en Haïti dans le journal Le Matin, l'autre dans le Nouvelliste. Et j'ai trouvé ça très très sympathique. Il m'a proposé un café que finalement je n'aurais jamais le chance de prendre avec lui. Alors, quand Madame Anglade, pour refermer cette parenthèse, elle a été élue
à la tête du PLQ. Je la suis encore avec beaucoup d'intérêt et je me désolais dès l'instant même qu'elle s'était présentée et qu'elle avait une chance de gagner. Les deux raisons que je vais mentionner pour confirmer, pour expliquer ce que je vous disais, à savoir que son échec était annoncé puisque sa mission était impossible. Tout d'abord, le parti dont elle a pris il y a quelques années la direction est un parti qui s'est mué en une formation politique dont, à tort ou à raison, on a perçu l'allégeance, la fidélité première comme allant désormais davantage au Canada qu'au Québec. Et cette perception, encore une fois, à tort ou à raison, paraît juste ou injuste, paraît irréversible quand on a en face, on a en présence un phénomène dont je n'apprécie évidemment pas du tout les lignes politiques. Monsieur François Legault, qui caresse la bête de façon honteuse dans le sens du poil, qui a fait carrière sur une politique que, après votre analyste, le docteur Jean Fils-Aimé, on peut qualifier d'ethno-nationaliste. En cela, le docteur Fils-Aimé était bien inspiré. Donc, pour cette première raison qui n'est pas propre à Madame Anglade, sa mission s'était révélée comme étant très difficile. Mission impossible. Oui, impossible. Mais en plus, le fait aussi que Madame Anglade, je le disais, représente, soit issue d'une circonscription montréalaise, Saint-Henri-Sainte-Anne, de l'avis de certains analystes, et qu'elle appartient donc à une minorité visible, je le disais, mais aussi, ça c'est un élément important qu'il faut souligner, qu'à un certain moment, Madame Anglade a flirté un moment avec l'enquête sur le prétendu, ce qu'on qualifie de prétendu ici au Québec, racisme systémique de la société québécoise, ne devait, en toute logique, en aucun cas lui faciliter sa tâche comme chef de parti et à un moment où François Legault, évidemment, a tout fait pour protéger les petits Québécois et en rejetant d'un revers de main toutes les preuves qu'on peut avancer comme quoi il existe un racisme systémique ici au Québec. Bon, ouais. Maintenant, écoutez, le Canada est loin d'être prêt, comme les États-Unis, à élire un noir à la tête du pays, et le Québec, évidemment, n'est pas prêt de toute évidence, malgré ce qu'on peut donner à Madame Anglade comme qualité, à élire une femme, premièrement. Elle est femme, malheureusement. En politique, on connaît la misère des femmes. En plus, elle est d'origine haïtienne, haïtienne, et vous savez les préjugés dont les Haïtiens sont affublés par ignorance, par racisme et tout ce que vous voulez. Si j'étais, si elle avait si j'avais son oreille, si ma bouche était plus proche de son oreille, qu'en raison de la noblesse de la famille dont elle est issue, du rayonnement de sa famille ici même au Québec, puisque Anglade, Monsieur Anglade, son père, c'est quand même toute une personnalité qui a contribué à l'émergence du Québec moderne. Je lui aurais dit vraiment respectueusement de ne pas briguer la direction du parti au moment où elle le faisait. Il lui appartenait de prendre cette décision. Aujourd'hui, elle va sans doute assumer son échec, mais son échec, je pense, est irréversible, pour
les raisons que je viens de mentionner, mais pas seulement. Voilà. Et messieurs, pour quelqu'un qui ne vit pas au Québec, vraiment, bravo, là, il suit à distance, c'est pas vrai? Cela dit, messieurs, il faut dire un dernier mot sur Haïti, parce que nos auditeurs nous arracheraient la tête en terminant cette émission, sans parler de cette mobilisation qui ne faiblit pas. En Haïti, c'est presque toutes les grandes villes du pays. Mais est-ce que cela suffit avec un Ariel Henry qui a encore le pouvoir de la communauté internationale, du groupe des États-Unis, n'est-ce pas? Mais moi, ce que je sais, c'est que au moment opportun, on tirera la plug et puis on dira à Ariel de quitter. Oui, mais encore une fois là, je suis presque sûr que ça va arriver. Mais si on laisse que c'est encore les Américains qui décident de tirer la plug, ils vont mettre un autre Ariel Henry. Il y a 10 autres Ariel Henry qui attendent sur la touche, non? Il y a une chose que je pense fondamentale dans la crise actuelle. Les choses commencent à changer quand il y a des conditions qui sont réunies pour ça. Et je crois que là, vraiment, les conditions sont réunies. Les gens, ça fait 2 semaines. Ça fait les 2 semaines que les gens sont dans les rues, par milliers, en train de dénoncer leurs conditions de vie, d'abord et avant tout. Parce que une des choses qu'il faut comprendre, c'est comme la manifestation pendant toute la semaine à Saint-Marc. Ce sont les taxis-motos qui prennent l'initiative de bloquer Saint-Marc pour réclamer de l'essence. Et c'est simple quand cette mobilisation vient de la population et qu'elle n'est pas récupérée politiquement, c'est-à-dire que les revendications réelles ne sont pas transformées en revendications politiques essentiellement. Remarquez que les revendications sont politiques aussi. Mais d'abord et avant tout, les gens en ont marre de l'insécurité, de la vie chère et dénoncent l'incompétence de l'actuel gouvernement et réclament son départ. Donc je crois que dans un contexte comme ce qu'on constate là, parce que ça fait 2 semaines, et on va engager, parce que le week-end, il y a encore des mobilisations qui sont prévues, il y a une grosse manifestation annoncée à Port-au-Prince pour le 7, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où politiquement, le Ariel Henry, qui était déjà un poids lourd, canard boiteux à traîner, canard boiteux, oui. Et c'est quelqu'un à qui on cherche une alternative en ce moment. Oui, professeur Voltaire. Non, je dirais, je ne répéterai pas ce que vient de souligner notre collègue Pierre-Emmanuel, mais tout cela se fait dans un contexte économique catastrophique, tout cela se fait aussi dans un contexte écologique. Je ne sais pas si vous avez vu, avec l'arrivée des pluies de l'automne, les problèmes ils vont se présenter, qui se présentent déjà en Haïti. On est rentré, il n'y a pas eu entre juin et septembre des cyclones, mais on rentre jusqu'en novembre dans la saison cyclonique. On a dû reporter l'ouverture des classes. On rentre dans l'ouverture des... On rentre dans un cycle objectif où la population, au-delà du départ d'Ariel Henry, est motivée par une situation socio-économique, sanitaire, qui est alimentaire. Plus de 5,6 millions d'Haïtiens sont menacés par l'insécurité alimentaire. Donc on rentre dans une situation où l'ensemble des couches populaires n'ont d'autre alternative que de maintenir des formes de mobilisation et de résistance pour se défaire de ce gouvernement qui, effectivement, en plus d'une année, n'a absolument rien fait. C'est-à-dire, Ariel Henry ne gouverne absolument rien. Bon, il se maintient parce que l'international le maintient, mais jusqu'à quand? Ça, à mon avis, c'est les mobilisations populaires un peu partout dans le pays qui, peut-être, vont pousser Ariel Henry à la sortie. Alors, Rorom, je disais tout à l'heure, je vois à peine la tête de Rorom. Je disais tout à l'heure, Rorom, que
Si les Américains, comme on le croit, vont à un moment donné décider que c'en est fait de Ariel Henry, on l'a assez vu, on l'a assez utilisé, ils vont le remplacer, mais c'est un autre Ariel Henry qui va prendre le pouvoir parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'Ariel Henry qui attendent après la porte pour nous donner quoi? Rien de mieux que... Parce que les Américains, en tout cas les étrangers, ont un projet pour Haïti que nous ne connaissons pas. Je pense que vous posez le problème de façon simple, mais de façon à la fois pertinente. C'est facile à comprendre. Alors, de deux choses, l'une. Ariel Henry n'étant qu'un simple courtier politique qui a été placé en Haïti par le corps groupe, donc le consortium d'ambassadeurs et de représentants des grandes organisations internationales représentées en Haïti, avec pour principale mission d'organiser des élections pour le maintien au pouvoir du PHTK. Quelle que soit l'influence des États-Unis et des autres pays qui sont associés aux Américains, cela ne risque pas de se produire. On assistera vraisemblablement à un bain de sang plutôt que des élections organisées par Ariel Henry. D'où l'autre option que vous avez mentionnée. Au cas où M. Henry, qui, je me répète, n'est qu'un courtier politique, au cas où on finirait par constater son échec, sans doute, les Américains, les autres acteurs étrangers influents en Haïti vont essayer de mettre à la place de M. Henry un autre collabo. Et c'est là que la société civile haïtienne peut entrer en jeu, il commence à le faire, appuyé par la population. À partir de ce moment, il devrait déjà s'organiser pour offrir une alternative crédible aux yeux de la population haïtienne, car ce leadership de la société civile haïtienne, étant donné que tous les partis politiques souffrent d'un discrédit qui est indiscutable, il faudra donc compter avec un leadership émergent de la société civile haïtienne, et pour cela, il faut que l'alternative très très claire que ce leadership présentera récolte le soutien d'une large frange de la population haïtienne qui pourra dès lors les soutenir dans des manifestations comme on en constate ces derniers jours. À partir de ce moment, le blanc, pour parler ainsi, se rendra peut-être à l'évidence qu'il faut un changement de cap radical en Haïti et non un changement cosmétique qui consiste à organiser des élections sans mettre en place les balises pour l'émergence d'une Haïti nouvelle. Alors voilà, messieurs, merci professeur Rorom Chantal. C'était avec grand plaisir, et puis je vais vous souhaiter bonne fin de semaine, ce qu'il en reste. Merci professeur Franz Voltaire. Merci, et puis bon week-end à tout le monde, puisqu'on a lundi la fête du travail. La fête du travail, on ne travaille pas, la fête du travail. C'est pas logique, ça, là, messieurs. La fête du travail, on devrait travailler. Jean-Emmanuel Pierre, merci. Professeur Jean-Emmanuel, ça va? Arrête. Merci à tous. Merci à Jess Pierre, merci aussi à notre invité Jean-Michel Lubin. Je remercie aussi tout le monde là finalement. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On se retrouve. Oui, qui d'autre? Jess pour le bon travail. Jess pour le bon travail. Jess pour le bon travail. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Au revoir. À la prochaine.
entrepreneur. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.